Chers amis, bonsoir, bonsoir. Merci d'être de nouveau avec nous sur le plateau d'Expression Livre. Tout d'abord, je voudrais, au nom de toute l'équipe de l'émission, vous renouveler tous nos vœux de santé, de prospérité et de bonheur à l'occasion de l'Aïd passé. Ce soir, notre invité est Mohamed Aouli. Bonsoir Mohamed Aouli. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre ouvrage, puisque vous êtes à la retraite aujourd'hui, après de longues années passées comme commis de l'État. Exactement. Hein, ce n'est pas péjoratif, bien au contraire, hein, commis de l'État. Loin de là. Je ne le sens pas ainsi. Et puis, alors, c'est le titre de votre ouvrage, on va y revenir dans quelques secondes, Cupidon chez les magots. Il fait partie, pour le moment, d'une trilogie. Mais voilà. Peut-être qu'il va y avoir suite. La comédie humaine de Balzac. Je vous remercie pour la comparaison. Alors, ou alors les Rougon-Macquart de Zola, peut-être. Vous avez encore beaucoup de travail. Hein. Quand même. Bah, si, pourquoi non? Vous avez également, alors ça va être, puisque c'est sous-titré, Idlé, qui veut dire jadis, naguère. Naguère. Alors, comme je vous avais dit, il aurait dit le Barah. Un peu de nostalgie, un peu de... et Verlaine aurait dit jadis naguère. Jadis naguère. Alors, donc, Idlé One. Hein, Lowell, et puis, mais vous avez déjà écrit le 2 et le 3. Exactement. Alors, le 2 s'intitule... Même le 4e. Même le 4e est en cours. Il est fini, mais pas encore publié. Le second, c'est le second, le titre. Alors, le second, c'est le défi. Le défi. Le défi au tabou. Le défi au tabou. Oui, on va le défi tout court. C'est hein. ça. Et le troisième, et le fer. Et le fer fut forgé. Fut forgé. Non, ça fait 13 années 50, ça, à l'époque stalinienne, ça. Je fais partie de cette période. Je suis identique. Ça me rappelle un titre Stakhanovis qui s'appelait les scories furent trempés, ou je sais plus comment ça s'appelait, quelque chose comme ça. Bon, alors, Cupidon chez les magots, c'est vrai que quand j'ai eu votre roman en main, bien évidemment, avant de l'ouvrir et commencer à le lire, je me suis dit, quel drôle de titre. Qu'est-ce que fait Cupidon, dieu de l'amour, hein, Romain, enfin, chez les Grecs, ça s'appelait Eros. Lui, il n'a pas osé s'aventurer. Oui, ben, c'est vrai que les Grecs ne nous ont pas colonisés, mais les Romains, oui. Voilà. Alors, Cupidon, et puis qu'est-ce qu'il est allé faire au pays des magots, ces singes qui sont très particuliers à l'Algérie. La faune. Alors, Cupidon chez les magots. À l'époque, enfin, je parle des années. Ça commence dans les années 50. Les années 50. Voilà. Les années est 50. En plein temps colonial. Voilà. Mais nos mœurs, les Kabyles de là-haut, c'est quelque chose de... Il n'y a pas de relation entre les couples comme maintenant et tout ça. Hein. Si on pense qu'une fille pense à un garçon, ils vont chercher dans la cervelle la partie où il est pour lui arracher. Pour lui extirper. Alors, et ce Cupidon qui vient... Bon, d'abord, dans le livre, j'avais dit qu'il était à la recherche aussi du frêne, parce que les Kabyles entretiennent le frêne. C'est pour fabriquer son arc. Et ses flèches. Surtout, il paraît que les flèches du frêne sont les meilleures. Ah oui. Voilà. Mais malheureusement, entre-temps, enfin heureusement, malheureusement, il a décroché ses flèches contre deux jeunes Kabyles. Ouais. De cousins, Mohamed, je l'ai fait. C'est parce que la fiction, hein, pour qu'il n'y ait pas de confusion. De confusion. Et la fille, Radia n'existe pas. Ouais. Ce prénom-là n'existait pas à l'époque. Hein. Oui, il est assez moderne. Des années 50. Et c'est le drame. Alors, n'anticipons pas. N'anticipons pas. Alors,
Au début, c'est vous présenter un petit peu le personnage. C'est une bande de jeunes qui habitent dans un tout petit village, Tifra. Voilà, qui est dans les montagnes. Voilà. Bon, ils s'occupent de la terre, ils s'occupent des chèvres. Alors, il y a ce Mohand, hein, votre personnage principal. C'est quand même le personnage principal, et cette bande d'amis qui sont un peu des chenapans, hein, des galopins. Hein. Mohamed en premier. Hein. Et il est bagarreur, il est farceur, mais surtout, il est comme Cupidon, son verbe est acéré comme les flèches de Cupidon. Tout, quand ça part, ça part. Absolument, absolument. Et oui, d'ailleurs, il y a plusieurs anecdotes, entre autres celle quand Houssine a voulu savoir, parce qu'il... Alors Houssine, c'est son meilleur ami. Son meilleur ami. Ouais. Quand il mijotait, il voulait partir en France. Pourquoi il a profité de l'alphabétisme de tout le monde pour persuader ses parents que c'est leur vœu, alors que personne ne voulait le... Alors oui, il faut expliquer, parce que nos téléspectatrices, téléspectateurs n'ont peut-être pas lu le livre, donc il faut bien remettre... dessinons, si vous le voulez bien, ce Mohand. Donc, galopin, farceur, très intelligent, le verbe facile, mais... il est peut-être l'intello du village, je pourrais dire. Il lit énormément. Il lit. Beaucoup. Il lit beaucoup. Voilà. Il s'intéresse à la musique. Beaucoup. Hein. Et puis, il est, en fait, l'écrivain public du village. Du village. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... Enfin, à l'époque, il n'y avait pas... Le village situé... Enfin... Ils vont faire une relation parce que Tifra n'existe pas dans cette région. C'est un village qui est près de Michelet, voilà, l'ex-Michelet. Qui est près de Michelet. Pour aller à l'école, à l'époque, les garçons, il y avait une misère noire. Qu'on ne peut pas, aujourd'hui, qui est décrite, mais qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Les enfants sont pieds nus, ils vont à l'école à 3 km, il neige. D'ailleurs, dans ces montagnes, il y avait les neiges éternelles. Il y avait avant la guerre d'Algérie, la neige est éternelle. Il y a le Nénévé qui ne partait jamais, qui était là. Et pour aller à l'école, c'est toute une aventure. Oui, déjà pour l'enfant. Et les parents ne sont pas tellement... Attention, ils ne poussent pas beaucoup leurs enfants à aller à l'école. Ils ne sont pas conscients de ce que c'est que l'instruction ou l'éducation d'un enfant. Alors, il était parmi les rares. Et déjà, quand il arrive à écrire des lettres, il est devenu le machin, c'est lui l'intello du village. C'est vraiment l'intello du village. Alors juste un mot là-dessus. Hein. La puissance, ça c'était Kateb Yassine qui un jour, ça c'est une anecdote, hein, un jour il y avait une réunion de l'Union des écrivains, et puis Kateb Yassine était rentré un peu en retard. Et puis on a dit, est-ce que tous les écrivains sont présents? C'était une réunion pour je ne sais plus quoi faire. Et puis Kateb Yassine se lève et il dit non, il y a quelqu'un qui manque. Qui c'est? J'ai l'écrivain public de Saad Chouhada. Hein. Il est pas là, alors que c'est lui le plus grand écrivain. Alors, pourquoi je raconte cette anecdote? C'est parce que c'est extraordinaire. Dans les villages où il y a longtemps, surtout à l'époque de la colonisation, l'écrivain public n'était pas seulement celui qui allait écrire pour les autres, mais il avait aussi un style. Parce qu'il fallait rendre, hein, quand on lui parlait en kabyle, pour dire certaines choses, hein, à celui qui était de l'autre côté de la Méditerranée, il fallait aussi, je veux dire, il était presque traducteur. Il est traducteur. Il est traducteur. Parce que c'est pas facile. Bah oui. D'abord, le kabyle, même dans mon livre, je pense, il y a beaucoup de métaphores. Oui. Et puis quand on parle nous, même maintenant,
en jouant la gestuelle c'est algérien. C'est ça. Même, je crois que les pieds noirs, on a la gestuelle. Donc, la gestuelle, Comment rendre elle ça ne peut pas être décrite. Non, mais moi j'ai assisté un jour comme ça par curiosité, hein, il y a très longtemps, dans les années 64-65, à comme ça quelqu'un qui dictait un courrier à un écrivain public qui était près justement de Saad Chouhada. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il disait « Goulou Brani prière ». Bon, d'accord. Il ومن بعد يقولوا واش وزيد قالوا لا كل شيء بخير ومحمود بخير وسفيان بخير ويماك بخير il disait oui mais je peux pas il disait ومن بعد قالوا لا كل شيء مليح وكل شيء بخير. L'écrivain disait bon comment rendre cela, bien sûr que ça tout ça a été bien, c'était dans la culture, mais comment le rendre dans un texte, alors donc ça veut dire qu'en même temps, ils devenaient réellement des écrivains. Surtout un enfant. Un enfant, les femmes se confient à un enfant. Ben oui. Et un enfant, par exemple, je parlais du chanteur, il adorait Slimane Azem, parce que c'était le chanteur de l'époque. Bon, il adorait aussi Mohamed Abdelwahab, il ne comprenait rien, mais il adore. Rien. Il connaissait par cœur, mais il ne comprenait rien. Un enfant, on lui confie tout. Ouais. Donc, quelque part, il est... Bon, il avait mais gardien aussi des secrets. Oui, il garde des secrets. Et oui, parce que les gens qui viennent le voir pour dicter une lettre, hein, ils lui confient leur peine et leur magie qu'ils ne veulent pas que le voisin sache. Absolument. Parce que, surtout l'esprit du village. Ça le forge comme un jeune garçon qui garde les secrets. D'ailleurs, il le dit à un moment donné à son meilleur copain. Il lui dit, toi, Hossein, tu ne sais pas garder un secret. Tu sais pas faire ça. Je sais pas le faire. Et vous en avez fait d'ailleurs un personnage tout le long de votre roman, Mohamed Aouli, qui est quelqu'un qui est très intériorisant, qui ne parle peu, ou quand il parle, c'est juste, je dirais, il se confie très peu. Il va se confier à deux personnes, pas plus. Sa mère, et puis quelqu'un qui, un Français à un moment donné, qu'il va rencontrer en France, Richard. Et puis à quelqu'un qu'il aime beaucoup, qui est le plus tolérant du village, le plus ouvert. Darabah. Et c'est tout. Hein. Il fait écrire une lettre où il disait... Parce que sa mère, quand il est parti, Daout el-Khair, parce que quand ils partent à l'époque, contrairement à ce qui se passe maintenant, c'est un deuil. Oui. Quand il revient de là-bas, il lui parle de la France. C'est le paradis. Les filles, tout un tas de trucs comme ça. Il fantasme. En réalité, c'était des fantasmes. Alors les jeunes, le Mohand était là, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, merveilleux, et tout d'après le cinéma, bien sûr. D'après les films. Alors, quand il arrive en France, c'était le chômage. Dans les années 52-50, c'était la misère. Terrible, oui. Les Français allaient au travail avec leur bleu rapiécé. Hein. Ça, je peux parler d'expérience personnelle, pas de Mohand. Hein. Peut-être que c'est vous, Mohand. Ce n'est pas moi. C'est là, vous voulez qu'il veut. Alors, il dit, ma mère... Votre bénédiction, tout ce que vous m'avez souhaité, j'ai eu. Il lui a dit, vous m'avez dit, je prie Dieu de t'ouvrir toutes les portes. Toutes les portes sont ouvertes. Maintenant, je suis devenu comme un courant d'air. Je rentre par une porte et je ressors par l'autre. Et je ressors par l'autre. Alors, votre roman court du début des années 50 jusqu'à 62, l'indépendance. Jusqu'au cessez-le-feu. Jusqu'à l'indépendance. Et on va suivre les pérégrinations donc, de ce personnage principal, Mohand, hein, qui a un seul désir, parce qu'il faut dire que son père et son grand frère, l'aîné, sont installés en France. Ils sont à Paris, France, oui. Ils sont installés en France, etc. Et donc, lui ne rêve que d'une seule chose, c'est d'aller en France. Il se dit, je sais que je suis doué pour les études. Si je peux aller en France, me former, je suis sûr que je réussirai à obtenir un diplôme
et améliorer ma métier. vie. Ah, ma vie, et j'aiderai ainsi mes parents. Et puis, bon, ça, c'était un plan, comme on dit, savamment établi, carré. Bon, son père veut pas qu'il vienne, mais il fait un trafic. On ne dit pas comment il fait ce trafic au lecteur de le découvrir, parce que c'est assez savoureux. Justement, il va utiliser ce côté écrivain public pour essayer de berner tout le monde. Mais ce qu'il n'avait absolument pas prévu, notre Mohan, c'est que justement, Cupidon va tourner autour de Tifra. Ah oui. Ah oui. Il va remettre tout en il va tout chambouler. Tout chambouler. Ouais. Ah oui, il est tombé amoureux. Voilà. Il était. Mais enfin, on a toujours été amoureux de sa cousine. Hein. Oui. Parce que c'est la seule avec qui on peut se permettre de parler et tout ça. Sinon, c'est le. Ouais. Eh oui. Il y avait une. La belle Radia. La belle Radia. La belle Radia que tous les jeunes du village convoitent. Ah ben, et même des villages environnants. Environnants, absolument. Absolument. Alors, elle était la seule qui était instruite. Voilà. Donc, c'était rare à l'époque. L'échange de livres, l'échange autre chose, un autre langage. Loin. Alors, et je vais vous poser une question, Mohamed Daouli. Bon, dans votre roman, Radia est instruite, mais vous ne nous dites pas, parce que c'était plus que rarissime, une jeune fille qui devait avoir peut-être 16 ans ou 15 ans, dans un petit village perdu dans les montagnes en Kabylie, dans les années 50, excusez-moi, comment a-t-elle pu apprendre? Alors, il y avait ce qu'on appelle les sœurs. Là. Les sœurs, d'ailleurs, dans le premier machin, parce que je suis né à l'hôpital Sainte-Eugénie, moi, à Michelin. Oui. Je m'appelle Mohamed, ce n'est pas par hasard. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est dans un autre. Je n'aime pas. De toute façon, il y a des bouts de votre vie dans votre roman, c'est évident. Voilà, vous êtes comme mon ami, là, il dit c'est toi. C'est évident. Bon. Alors, il y a toujours, on ne peut pas écrire un truc sans. Ce n'est pas ma vie, mais. Il y a des morceaux de votre vie. Bien sûr. Vous avez construit les personnages avec des puzzles, voilà, avec des morceaux de votre vie. Des rajouts, avec des. Votre imaginaire. Avec de la fiction, comme ça l'a indiqué. Beaucoup de fiction. Il y avait ce qu'on appelle les sœurs quand les parents décident, par exemple, de temps en temps, ils envoient leurs filles chez les sœurs, qui se trouvent à Michelet toujours. On appelle Warzen, où il y a les bois à courir et tout le machin qui sont de cette région-là. Et il y a certaines filles qui ont eu la chance. Et puis il y a un village chez nous, Aït-Hichem. Aït-Hichem, c'est la première école kabyle qui a été ouverte. Aussi. Mais celle-là, c'est une école laïque, de Jules Ferry, alors que celle de machin était plutôt. Alors, elle est pas seulement, comme on dit chez nous, Qaria, Radia, mais c'est la vraie fille libre, la vraie Amazir, la vraie Amaziran, c'est-à-dire qu'elle a un caractère terriblement trempé. Elle n'est pas facile. Elle lui a fait voir des pas mûrs. Ah oui, elle n'est pas facile, elle ne sait pas faire. Malheureusement, quel que soit le caractère, quel que soit il y a toujours le tuteur, comme je crois que son grand frère, parce qu'il a perdu son père, il était orpheline très jeune, son grand-père qui décide. Et là, on ne peut rien faire. Alors, Mohamed Aouli, parce que quand même tout votre roman, je dirais qu'il y a pas deux directions, hein, mais deux points importants. Le premier, c'est les tabous, c'est-à-dire
qui ne sont pas, pour la plupart, des tabous religieux. Attention, c'est des tabous qui sont ancestraux. Il y a du religieux. Dans l'avant-propos, j'ai dit, il y a du religieux dans les tabous. Oui. La femme, c'est religieux. Oui, pas parce que, mais il n'y a pas que ça. Parce que à l'origine, c'est le matriarcat. Jusqu'à maintenant, par exemple, on dit en kabyle, Thamaraït, la femme qui est à la maison Thamaraït, c'est celle qui décide. Celle qui décide, oui. C'est la vraie chef de famille. Arrive la religion. Nous avons toujours été des extrémistes, les berbères en général, parce que même dans la religion, nous étions extrémistes. Si même maintenant on voit... C'était l'application. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais gosse, on trouvait un bout d'écrit en arabe, et on se mettait à l'embrasser, On ne savait pas ce que c'était écrit. À le mettre hors de machin. De salissure, et on prenait le pain, par exemple, un bout de pain par terre, on l'embrassait, on le mettait de côté pour ne pas marcher dessus. Et ça, je crois que pour la femme, ça a été la même chose. Quoi que ça arrange, peut-être ces machos d'hommes, mais comment je dirais, pour ce qui est, la femme kabyle a souffert. D'ailleurs, j'ai dit, quand il se confie à Dasson, c'est son confident et tout ça, il est arrivé à lui dire tous les villages kabyles sont sur les hauteurs près du ciel, mais loin de ses bienfaits. La femme était reléguée elle n'avait pas le droit. Elle était, contrairement aux apparences, elle ne se vole pas, elle est là, machin. Mais elle est sous tutelle. Elle est sous tutelle du père, du frère ou du cousin. Ouais. Sinon, quand elle est du cousin. Alors, c'est un des points forts de votre roman, Mohamed Aoulis. D'abord, c'est un hymne au courage de toutes ces femmes kabyles. Hein, vous dites, pour la plupart, malheureusement, on parle des années 50, hein, quand même, ça a beaucoup changé maintenant. Hein. Bon, mais on parle de l'époque. Là, c'est vous qui le dites, vous prenez votre responsabilité. Vous dites, bon, c'est terrible, parce que ces femmes n'avaient pas du tout le droit à la parole, surtout quant à la décision de leur destin, c'est-à-dire de leur vie commune avec un homme. Elles ne savaient même pas qui elles allaient épouser. C'était comme ça, les décisions étaient prises en dehors de leur desiderata ou de leur pulsion. Et c'est quand même toute une grande partie de votre roman où vous dénoncez ce que vous appelez, ces tabous. C'est-à-dire, mais des tabous où chaque fois vous dites, mais c'est absolument incroyable, parce que ce sont, en fin de compte, des tabous sur des choses qui sont tout à fait naturelles. Bon, là, par exemple, c'est l'amour entre Mohand et Radia. Quoi de plus naturel? Surtout, ils sont cousins. Peut-être pas qu'ils sont certainement pas cousins germains, mais cousins éloignés. Pas le même nom, c'est des cousins. Pas le même nom, donc ce ne sont pas des cousins germains, ce sont des cousins éloignés, mais quand même de la même grande famille ou tribu. Et ils se connaissent depuis l'enfance. Vous dites clairement, ça me semble complètement fou. Si ils sont attirés l'un par l'autre et qu'ils désirent se marier, c'est pas pour faire des bêtises, c'est pour se marier. Eh bien, même cela, non, il faut que ça soit codifié, et même c'est tabou. Et oui, plus grave. Comme si l'amour était interdit et tabou, et que mariage ne rimait pas avec amour. On s'accouple comme toute l'espèce que... Ouais. C'est un accouplement, comme toute espèce que le bon Dieu a créé. Et c'est pour ça que Cupidon est malvenu.
Bah oui, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fiche là? Qu'est-ce que c'est que ce... Peut-être que Cupidon, il en a eu marre, il a dit quand même, c'est pas possible cette situation. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Plus grave encore, parce qu'il aurait pu régler son problème. Il est parti en France, il s'est formé, il est devenu dessinateur, puis par la suite, machin. C'est qu'à l'époque, il ne pouvait pas, la femme, il ne pouvait pas emmener sa femme à l'extérieur du village. Oui, il ne pouvait pas la sortir. Ah, il ne peut pas la sortir. Ça, c'est peut-être, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, il y a un passage où vous dites, si les choses avaient été autrement, c'est-à-dire s'il n'y avait pas comme ça ces codifications moyenâgeuses, etc. Bon, bah, il aurait pu se marier avant de partir en France, et puis comme il va monter très vite en grade à l'échelle sociale, peut-être 1 an ou 2 ans après, il aurait pu lui dire, bah, tu viens me rejoindre en France, et puis tout va bien. Non. Mais non. Au plus fort de la guerre, il était... bon, avant c'était les tabous, et même la Hélène, au plus fort de la guerre, les femmes ne partaient pas, les hommes pouvaient partir, mais les femmes... Je ne sais, c'est peut-être pour maintenir cette population là-bas, mais il y avait, je me rappelle, par exemple dans mon village, il y avait un bonhomme qui a emmené sa femme à Blida. Oh là là, ce flaine là. Ouais, il était perdu, quoi. Ça y est. Ouais. Alors, mais c'est le comble de tout ça, c'est que la société kabyle est démocratique. Oui. Vous vous rendez compte que c'est un peu plus qu'la démocratie, les mines de village. On va sortir un peu de... Les mines de village, il n'est même pas élu, il est supplié. Quand il y a un consensus autour d'une personne, on va le supplier de devenir un mine. Et la démocratie est entière. Par exemple, quand il y a l'assemblée du village, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas... C'est ça, oui. D'ailleurs, vous le racontez très bien pour la fête de l'Ashura. Et quand il y a le partage. C'est Timcharat, parce qu'on confond, j'ai entendu pas mal de choses, on confond entre Timcharat et l'Ouzia. Ouais. L'Ouzia, c'est que chacun, on prend la viande, c'est toujours un sacrifice, mais selon ce qu'on a payé. Timcharat, c'est le contraire. Timcharat, on fait des dons anonymes. Anonyme, oui. Anonyme, et le partage se fait pour atteindre des gens présents ce jour-là au village. S'il y a un ouvrier, s'il y a un invité, s'il y a un mendiant. D'ailleurs, une liste. C'est extraordinaire, parce que vous dites, il y a une liste, vous le racontez, il y a tout un chapitre hein, sur ça, et il y a une liste, et d'ailleurs c'est Mohand qui tient la liste, puisque c'est le seul qui sait à peu près lire et écrire. Même quand il était en France, c'est lui qui était... il fait une liste, bon, toi tu es présent, tu attends... Il y a combien vous avez de présents sous votre toit ce jour-là? Voilà, ce jour-là. C'est-à-dire que s'il y a un parent qui n'est pas présent au village, il ne prend absolument rien. Ben c'est ça, oui. Pour atteindre des nombres de personnes. Ouais. Donc c'est vraiment un égalitarisme. Quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et alors, paradoxe, le paradoxe, on dénie tout droit, même alors, attention, hein, la sanction, elle est valable pour les deux. Hein. Oui, oui. Ah oui, ça ne veut pas dire que le garçon, il a absolument... Non. C'est la même chose, hein. D'ailleurs, quand elle l'a attrapé, il lui a dit... Oui, quand il a dit, mais c'est folle. Quoi. Nous sommes morts tous les deux. Voilà, c'est ça, tu veux nous faire tuer. On va se faire tuer. Tu vas nous faire tuer. Parce qu'à un moment donné, quand ils se voient en cachette, où ils font... L'Ashura, elle est fêtée, je ne sais pas pourquoi. À Michelet, ça se trouve à 2 kilomètres de la ville de Michelet, quoique maintenant il n'y a pas l'Ousmou. Il y a ce sanctuaire-là, c'est une sorte de haute stock. Tout est kabyle bien. Et c'est la musique pendant 3 jours. Musique et danse. Danse, musique non-stop, hein, pendant 3 jours et 3 nuits. Même la nuit, parce que contrairement à il y avait tout, il y a des bonbons, il y a un tas de trucs. Et
Le paradoxe, c'est qu'il est interdit d'ailleurs, quand la Tamen, c'est un peu c'est pas le député, le délégué d'un clan ou d'une famille, ça dépend du machin, parce qu'il a le droit de prononcer des mots, par exemple. Din shaitan ou din kelbola wasman, c'est tout de suite une amende. D'ailleurs, une amende, surtout pour les garçons, ou même les filles. Si par malheur, le jour où... Oui, il y a un gros mot... Ou... Ah ouais, et puis pendant 3 mois, les parents, ils le tabassent. C'est ça. Tu m'as fait honte pour la mauvaise éducation. Alors quand il les avait menacés, il a dit, vous allez arrêter votre tintamarre, sinon vous savez ce qui va vous arriver. Il lui a dit, c'est interdit de... Il est interdit de travailler pendant la Ashura, parce que la Ashura, on ne doit rien faire. Pendant les 3 jours, on ne doit absolument rien faire. C'est les festivités. C'est les festivités. Et ça, vous le racontez dans tout un chapitre, et en même temps, évidemment, alors Mohamed et Radja vont en profiter pour... c'est là la première fois que pour essayer de se voir en cachette, faire leur déclaration d'amour, faire des projets. J'ai permis de le machin. Bah oui, c'est logique. De toute façon... Non, mais c'est aussi ça un peu le paradoxe, c'est-à-dire que c'est fait comme... Dans l'ancien temps, les mariages, ou jusqu'à maintenant, les mariages où il y avait soi-disant le rideau entre la partie des femmes et la partie des hommes, etc. Bon, avant c'était marrant parce que je m'en souviens encore jusqu'à aujourd'hui, il y avait un rideau. Bon, il n'y avait pas de mur. Bon, maintenant c'est des murs. Bon, ou alors carrément on change de journée. Mais avant il y avait un rideau, ce qui permettait aux jeunes garçons de légèrement ouvrir le rideau pour voir les jeunes femmes célibataires, etc. Et encore mieux, je me souviens, les mariages à la Casbah, c'était encore mieux parce que quand il y avait les femmes avec l'orchestre, etc., qui dansaient, les garçons allaient discrètement, vous savez, au premier étage, hein, là où il y avait le truc circulaire, et puis du balcon, essayer de regarder le plus discrètement possible. Hein. C'est Alger. Alors, Alger, imaginez ce que moi, je vous parle de ce que j'ai connu. Hein. À 1200 mètres d'altitude. Alors, donc, il y a la vie communautaire, puisque vous parlez aussi des histoires que vous racontez, parce qu'il semble que dans ce village imaginaire que vous avez créé, Tifra, il y ait une importante population qui a émigré. Les immigrés, sinon, les immigrés, non, le Kabyle est un immigré je ne sais pas moi, de destin. Sinon, quand il n'immigre pas en France, parce que c'est la France, il est à l'intérieur de... C'est ça qu'on les retrouve partout. On les retrouve dans toutes les régions d'Algérie, oui. Et puis, ils ont les colporteurs. Voilà. Atar. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on appelle en arabe. Le colporteur. Donc, le Atar, en Kabyle. Alors c'est marrant cette histoire de colporteur, parce que bon, ce sont en même temps des sortes de commerçants ambulants, mais en même temps ce sont des porteurs d'informations. Exactement. C'est comme des journaux, hein. C'est une sorte d'internet. Hein. C'est une école. Oui, parce que quand ils vont de village en village, ou par exemple quand ils partent d'un village en Kabylie et puis se retrouvent par exemple à Constantine ou à Oran ou j'en sais rien, etc., ou à Alger, hein, et ils colportent aussi les informations. Des informations, ils colportent Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils vont aussi colporter la culture, les histoires, l'oralité. Ça, c'est extraordinaire. Oui, et on en ramène. Oui. Et ils vont faire le retour aussi. Nous avons été baignés dans moi personnellement, cette culture. Ça, ce serait intéressant un jour qu'il y ait un sociologue ou un anthropologue qui écrive sur ce métier de colporteur qui, en même temps, hors le champ économique, hein, c'est-à-dire il est commerçant, mais ces autres champs d'activité qui est notamment d'être une sorte de passage, de pont entre, par exemple, on parle d'une certaine époque, on parle des années 50, mais ça existait depuis les années du XXe siècle, hein, et qui vont, par exemple, dire
Ah, vous savez, près d'Alger, il y a un village, voilà comment ça se passe. Exactement. Et puis eux, donc ils vont ramener ça dans leur village en Kabylie ou ailleurs. Et puis, quand ils vont partir, par exemple, dans un petit village près d'Oran, ils vont dire, vous savez, chez nous, en Kabylie, voilà comment c'est quand même une sorte, c'est mieux qu'Internet, hein. Un peu, oui. C'est un réseau, hein. Non, mais je vous jure, oui, j'ai trouvé ça fascinant. Je savais que ça existait, mais vous nous le rappelez de façon magnifique. J'ai rappelé leurs histoires. On va laisser les trucs. découvrir. Il y a des histoires savoureuses, parce que évidemment, il y a les histoires où ils sont les héros. Il y a la mythologie. Oui. Par exemple, ce fameux taureau qui porte la terre sur ses cornes. Et c'est ça, moi j'y ai cru quand j'étais gosse. D'ailleurs, quand il y a un tremblement de terre, on lui a changé de... Là, il a changé de corne. Alors, Jdarski, qui était colporteur et un peu filé sur les bords, il arrive dans un village, il y a la maladie du chien. Oui. Il dit, il y a même le taureau qui porte le monde sur sa corde. Mais ça, c'est presque une mythologie grecque. Vous savez ça? Mais on a beaucoup de choses. On a beaucoup de trucs... ou grecques, ou puniques, ou carthaginoises. Nous appartenons à la Méditerranée. Nous avons... un fond commun. Non, nous avons, bien sûr. Bien sûr. Alors, il arrive quand même, malgré tout, Mohamed, à sortir du village et aller. Alors, il va sur Alger. Là, Alger, il va découvrir Alger. Fabuleux. Stupeur. Alger. Stupeur. Stupeur. Lui-même, il dit à un moment donné, si Alger c'est comme ça, qu'est-ce que ça va être Paris? Qu'est-ce que ça va être Paris? Alors là, c'est parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Michelet, un petit amour avec. Mais il y a de Brazza a vécu là-bas. Le fils de Vorania de Brazza, il était là-bas chez nous. Vous le dites. Combien de fois je lui avais machiné son cheval. C'est vrai qu'il a vécu jusqu'en 62, jusqu'à sa mort. Oui, il a été tué par un voleur, un coup de couteau. Ah bon? Alors qu'il a fait don de la vie. Donc le fils de Savorgnan de Brazza, le fameux explorateur. Je le vois un géant. Je le revois. Parce que comme c'était il était peintre. Il est peintre. Il a peint Durdura et puis il offrait ses machins. Il était toujours avec les indigènes que nous étions, parce que nous étions des indigènes. D'ailleurs, il y a... Alors c'est marrant, parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le fils de Savorgnan de Brazza, c'était un des grands explorateurs d'Afrique. On lui a donné le nom, Brazzaville. Qui a donné le nom à la ville Brazzaville. Ah oui. Il a été tué à Alger. Il est descendu de Michelet à Alger. Je crois que c'est pour faire la donation d'une villa pour la culture, pour le machin, parce qu'il y a pas mal de trophées de son père et tout un tas de trucs là. Il y a même un voleur qui a voulu le machiner. Enfin, passons. Bien. Alors, enfin, il arrive à sortir du village avec, évidemment, dans son cœur, Radia. Il dit, bon, moi je vais aller en France, je vais essayer de m'en sortir mieux que je peux, aussi bien socialement, mais aussi au niveau de mes études. Et puis, une fois que j'aurai ramassé une petite cagnotte, etc., je vais revenir et je vais épouser Radia, l'élu de mon cœur. Réaliser-le. Jusque-là, tout se passe à peu près convenablement. Mais, c'est marrant parce qu'à un moment donné, elle lui dit, hein, quand même, Radia, elle est fine, elle est très fine. Hein. Elle est très fine. Elle lui dit, la seule chose dont j'ai peur, hein, c'est pas que tu ne penses plus à moi, c'est que la France va te happer. C'est que tu vas entrer, dans les griffes et en même temps, elle va t'ensorceler. Elle va t'ensorceler. Ouais. Et ça, c'était la peur de toutes les familles de ces jeunes émigrés qui vont partir. Voilà. Parce qu'il faut...
on va remettre, si vous me le permettez, Mohamed Aouli, quand même dans le contexte. Hein. Nous sommes au début des années 50. La France vient de sortir de la guerre 39-45. Elle est complètement à zéro. Donc l'émigration nord-africaine particulièrement est plus que la bienvenue. Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour reconstruire la France. Alors, à ce moment-là, j'étais bien content hein, de nous avoir. J'étais bien content de nous avoir. Il y a eu un encouragement. On parlait pas de quotas de migrants. Hein. Non. Bienvenue. Mais nous n'étions pas encore des Français comme après la guerre, comme pendant la guerre. Vous savez ce que j'ai essayé de retrouver pour qu'on puisse la regarder à la télévision. Malheureusement, j'ai pas réussi. Sur Internet, à tenter de trouver une carte des années soit 40, soit 50 de ce qu'on appelait la carte nationale d'identité, entre guillemets, d'Algériens. Bon, c'est intéressant parce qu'il faut savoir ce qui a marqué. Hein. La photo de Walde. Il faut savoir ce qui a marqué dessus. Hein. C'est certainement pas marqué français. Non, c'était pas marqué. C'était indigène ou musulman. Par contre, moi j'ai eu une carte d'identité qui a été signé par Papon. Là, j'étais nationalité française. Je l'ai gardé en souvenir. Gardez-la précieusement parce que signé par Papon. Par Papon. le sinistre préfet du 17 octobre 61. De tout le temps. C'est bon. C'est le paradoxe. Lui qui était un collaborateur nazi a été nommé par le général de Gaulle. C'est ça le paradoxe incroyable, des choses. Bah oui, après la guerre 39-45, il était recherché par la résistance. Tout d'un coup, il se trouve préfet de Paris. Préfet de Paris. Il en a fait. Donc, on marche, quelquefois, on marche sur la tête. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Alors, après, c'est Paris. Il est quand même attiré par les Lumières. Hein. Ah oui. Paris. Wahant. La plus belle ville du monde. La plus belle ville du monde. Comme vous dites ça avec... Mohamed, tout en gardant sa personnalité, d'ailleurs, on n'a jamais voulu absolument, hein, il dit, c'est le prénom de mon grand-père, c'est le jamais. Au grand jamais, mais c'était Paris. Il était intégré parce que, c'est une expérience personnelle, c'est pas Mohamed qui parle, hein, c'est Mohamed. D'accord. D'accord. Les Français, ils ont toujours été racistes. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais dans une école, un collège technique. Je l'ai raconté dans son premier livre. Alors, tous les jours, je me bagarrais parce qu'ils se foutaient de moi. À l'époque, c'était des cacahuètes. Les petits Algériens n'étaient pas nombreux. Hein. Alors, au central du cinéma, ils vendaient des cacahuètes. Cacahuètes 20 francs à l'époque. Le petit cornet. Alors, quand par mal, j'arrive en Hollande. Ah ouais, hier, elle a passé ça à vendre des cacahuètes. Moi, je me sentais blessé. J'étais une teigne. J'étais un bagarreur. Oui. Comme maigre, quand même. Mais j'étais un bagarreur. Oui, Mohamed. Au bout d'un certain temps, je m'étais imposé. C'était à Montrouge. Ouais. On appelle le lycée polyvalent de Homénil, à Montrouge. Il y avait quelqu'un de Kabyle. Je voulais parler avec lui, il m'a dit j'ai oublié. Il m'a dit en Kabyle, j'ai oublié le Kabyle. Mais j'étais respecté. Un jour, je vais à la maison, il m'a invité, mon petit copain français. Alors, il dit, maman, avec qui tu es? Il a dit avec Willy. Willy. Willy, d'accord. Je dis non, madame, je m'appelle Aouli Mohamed avec 2 M. Et depuis ce jour-là, je m'appelle Mohamed avec 2 M. C'est vrai que vous l'écrivez, c'est assez rare, hein, Mohamed avec 2 M. C'est pas rare. Il semble que c'est un truc qui est fait par les Français. Hein. Oui, c'est les transcriptions par les Français étaient quelquefois très... Non, c'est vicieux. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement, Mohamed Aouli.
Cupidon chez les Magots, je rappelle le titre de votre ouvrage. Alors, Paris, et puis rencontre avec un personnage qui va être important, qui est une collègue de travail, Mireille. Ah ouais. Mireille. Et puis là, coup de tonnerre, 1er novembre 54. Ouais. Donc, oui. vous racontez, vous faites une sorte de parallèle entre les horreurs qui peuvent se passer, et ce qui était tout à fait... Je voudrais revenir un peu sur... parce qu'on a écrit beaucoup. On a écrit le 1er novembre, moi je parle de machin personnel. On ne savait pas quoi ce que c'était. Contrairement à ce qu'on raconte maintenant, ce qu'on a créé et tout ça. Et puis il y avait des œuvres fantastiques qui couraient. Ouais. Oui, mais elle est connue l'histoire des moutons. Voilà, des moutons, des qui se changent en moutons lors d'un barrage. Et voilà, nous, par exemple, les villages kabyles, parce qu'il y a quand même une organisation jusqu'à maintenant qui existe toujours au niveau en France et tout ça. Les villages se réunissent toujours. Ils ont une sorte de djuma, même maintenant. Nous avions reçu comme instruction de ne pas cotiser en France. Parce que pour tout le monde, c'était Messali. Oui, c'est ça, oui. Hein, alors que... vous racontez, à un moment donné, effectivement, on ne savait pas très bien où se situer. Il y avait le MNA, il y avait le FLN. Et puis, mais Mohamed, assez rapidement quand même, hein, il va prendre... parce qu'il était pressé. Vous savez, l'école française, nous avons adoré Bayard, c'était nos héros, le machin. On ne connaissait pas Jugurtha et tout ça, mais on a admiré ce héros. Et à 16-17 ans, on cherche, on cherche à en découdre, c'est pas à en découdre, mais quelque part à exister. Il me semble, hein. Il y a aussi le côté romantisme révolutionnaire, hein. Il y a aussi le côté romantisme révolutionnaire. Quand on a 18 ans. Bien sûr. Non, et puis nous avons chanté Mindjabilena. Nous avons chanté, nous avons adoré Alors, juste un mot, Mohamed, avant de nous quitter, Mohamed Aouli, donc Cupidon chez les Magots. Rappelons que c'est le premier tome d'une longue série, en tout cas prête aujourd'hui 2 autres tomes. Hein, non, 3 autres. Il y a 4 décrits. Déjà 4 terminés. Sans terminer. Édités. Ils vont être édités incessamment parce que j'ai un petit problème au niveau de... D'ailleurs, je tiens à remercier l'éditeur. l'ENAG, le PDG de l'ENAG ainsi que toute son équipe. Ils m'ont bien reçu, ils ont voulu faire... Ils m'envoient franchement... mais là, il y a un petit croc qui fait que ça va être distribué dans... Je parle du premier tome. Du premier tome, oui. Donc peut-être dans Inch'Allah. Mais sinon, ça y est, c'est l'ENAG. Donc on va pouvoir enfin lire la suite, puisque ce premier tome dont nous parlons ce soir, Cupidon chez les Magots, se termine, enfin l'histoire se termine en 1962, et bien, la façon dont cela se termine, hein, on comprend bien. D'abord, vous dites fin de la première partie. On se doute bien que notre mousquetaire va avoir d'autres aventures. Ah oui, quelque chose. Vous serez agréablement surpris. Mais j'ai déjà été agréablement surpris par le premier. Donc je vais en savoir plus maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que, bon, on va pas te dévoiler. On va pas anticiper. À la fin du roman, vous allez le recevoir très bientôt. J'espère aussi être reçu. Avec grand plaisir, mais vers la fin du roman, Radia réapparaît. On va pas dire comment, mais elle réapparaît, disons sous forme holographique. Voilà. Vous aimez bien vous devez être un nostalgique du facteur que vous attendiez quand vous étiez jeune avec les lettres. Maintenant, c'est fini. Quand on attend le facteur, c'est juste pour les factures. Hein. On s'envoie plus de lettres. Il paraît que c'est fini. Tout se termine.
Vous collectionnez pas les timbres des fois? Si, vous n'êtes pas un collectionneur de timbres des fois, non? Si. J'ai été. Ah, voilà, ouais. Vous êtes un nostalgique de l'écriture. Mais moi aussi. Hein. J'ai été. Je déteste. Je l'étais aussi, je l'étais. Je déteste les textos. Ça m'énerve. À moins qu'on c'est juste un SMS pour me dire bon, désolé, je suis en retard. Attends-moi 15 heures au lieu de. Bon, ça c'est pas grave. Mais que quelqu'un m'envoie un texto sur 30 lignes pour me raconter sa vie ou sur Internet, je trouve ça affreux. D'abord parce que c'est plus du français, c'est plus de l'arabe, hein, c'est plus rien. C'est dans une langue qui n'existe pas, qui est la langue Internet. Et puis il n'y a pas ce fait de... Hein, la calligraphie. La calligraphie, jamais. Ah. Même, je ne changerai rien contre le livre aussi. Hein. Et puis, moi la noblesse du papier. La noblesse du papier. Et moi, je me souviens que, c'est juste une anecdote, la première fois que j'avais écrit à un ami, quand on était séparés pendant les vacances, je devais avoir 8 ou 9 ans, hein, donc je lui avais écrit, et puis mon père avait vérifié, il me dit « Ah, il faut mettre au dos de l'enveloppe expéditeur, etc. » Alors, je regardais mon père, je dis mais pourquoi? Il me dit « Et imaginons que le facteur ne trouve pas ton ami. Il saura au moins te faire retourner la lettre. » Et moi, je dis « Il trouvera pas mon ami? Mais c'est quoi? Il est mort? » Mais non, mais peut-être qu'il a changé d'adresse. Et donc il y avait une sorte de pratique de rite qui était merveilleux. Voilà. Un autre de vos ouvrages, Mohamed Aouli, Nek ou les pérégrinations d'un indigène aux éditions Aide-Livre. Nek, ça veut dire moi. Moi. L'ego. L'ego. Oui, parce qu'on est tellement modeste, parce que la modestie aussi joue des tours. On dit Nek. D'accord. Mais là, Nek. Très bien. Mohamed Aouli, Cupidon, chez les Magots. Merci mille fois pour ce beau roman d'amour. Oui, d'amour. Vraiment, c'est un très beau roman d'amour. C'est à moi de vous remercier pour votre accueil. Et j'espère vous revoir très bientôt pour la suite de cette saga. J'appréhendais ce moment, j'avais le trac, j'avais les tripes. Mais non, vous voyez, tout s'est bien passé. Mais on ne torture personne grâce à vous, et je vous en remercie infiniment. Bien au contraire. Vous êtes toujours le bienvenu, et à tous les auteurs, les bienvenus. Voilà, fin de l'émission. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous pendant cette heure. Allez, bonsoir à vous, bonsoir chez vous, à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même punition. Allez, restez bien calés dans votre fauteuil pour la suite des programmes sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Merci encore. Bonsoir. Nous allons découvrir ensemble toutes les manifestations culturelles qui ont eu lieu près de chez vous. Expositions, cinéma, théâtre ou encore musique, il y en aura pour tous les goûts dans ce point culturel. Quand la culture se conjugue au pluriel, c'est dans Point Culturel. Point Culturel, c'est mercredi à partir de 19h30 sur Canal Algérie. الدنيا تتبدل تتغير أحوالها
تعيشها وتطول، تتعلم تحملها. وحدي أنا مشيتها في طريقها تديني، واللي لقيته فيها مكتوب على جبيني. مكتوب على جبيني. في طريقها تديني، واللي لقيته فيها مكتوب على جبيني. دير مزيه كبيره لو كان تستكلف بالبيع. استنى خويا عمر، واش حبيت تخدمني باش نخدم عندك؟ مالك راني فرحان بالخدمه ديالك. شوف عمو، شوف كيفاش نغني بك. روجو ندير فيها حارس ثاني ولا هداف. تحب يدير بالون؟ اروح لدي عمي الشيخ. في هذه الساعه نطلب منك نحلوا شركه برك ونتقاسموا الفائده والخدمه. المستقبل عمره ما يكون كما تمنيناه. ما تخافي صفيه، رانا جايين، ما تخافيش. دخل خويا عمر، واش كاين؟ سامي ارتاح وصفيه داتو لي زيرجونس، راه في مصطفى باشا. ما تتحيروش، غير انا تقلقت برك. احكي لي وليدي واش صرا لك؟ والو، ما كاين والو بابا. كنت لعب بالون طحت. ما كاش منها. مالك؟ فوزي مرتي توفات، عندها 5 سنين وحبست الخدمه في مستشفى في قريه صغيره دي مده.